Elle voulait mourir cette nuit-là. Lui voulait juste fuir sa propre vie. Le destin les a forcés à s'arrêter. New York, 23h47. Il pleuvait sans répit, comme si le ciel voulait effacer quelque chose qu'il avait vu. Elias Moreau roulait lentement, sans but précis. Ses mains serraient le volant, non pour conduire, mais pour se retenir de sombrer. Son costume impeccable, sa montre à $1 million, sa voiture silencieuse, rien de tout cela ne pesait autant que l'absence dans sa poitrine. Cela faisait 2 ans que sa femme était morte dans un accident stupide, et pourtant il parlait encore à son oreiller certaines nuits comme si elle pouvait l'entendre. Il n'était plus que l'ombre d'un empire qu'il avait construit pour elle. Et pour Ava, leur fille, qu'il aimait plus que tout, mais qu'il ne savait plus regarder sans sentir sa propre culpabilité. Il avait tout pour être heureux, disaient les gens. Mais ces gens n'avaient jamais vu un enfant pleurer en silence, chaque soir, pour une maman qui ne reviendra jamais. Ce soir-là, il aurait pu continuer à rouler, laisser ses pensées l'étouffer doucement comme une couverture trop lourde. Mais il freina brusquement. Sous un lampadaire, une silhouette, trempée, immobile, une femme. Vêtue d'une blouse d'infirmière déchirée au poignet, accroupie contre un mur. Ses bras entouraient ses jambes, comme une enfant qui tente de disparaître. La pluie ruisselait sur son visage, mais Elias vit immédiatement. Ce n'était pas la pluie qui coulait de ses yeux. C'étaient des larmes, réelles, profondes, muettes. Il hésita. Ce genre de scène, il en avait vu dans des films. Mais là, il y avait quelque chose d'insupportablement réel, quelque chose de brisé. Et lui, qui croyait être déjà mort à l'intérieur, sentit un frisson qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Il sortit de la voiture, marcha lentement vers elle, sans mots. « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle leva les yeux vers lui. Des yeux rouges, gonflés, mais fiers. Des yeux qui avaient vu trop de souffrance pour supplier encore. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix éraillée, presque inaudible, « Je n'ai plus personne. » Un silence. « J'ai perdu ce que j'avais de plus précieux aujourd'hui. » Elias sentit son cœur rater un battement. Pas par amour, mais par reconnaissance. Il connaissait cette phrase. Il l'avait dite, lui aussi une fois, en se parlant à lui-même devant la tombe de sa femme. Il aurait pu repartir. Il n'aimait pas les étrangers, ni leurs problèmes. Mais il resta là, sous la pluie, à côté d'une femme inconnue, effondrée, que le monde avait oubliée. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle n'était pas là par hasard, et qu'elle portait en elle un secret qui allait retourner tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre vie. Elias ouvrit la porte passager de sa voiture. « Montez, vous n'allez pas rester ici. » Elle le regarda avec une méfiance instinctive, celle des femmes qui ont appris à se méfier du monde. Mais elle était épuisée, trempée, vidée, et au fond, elle n'avait rien à perdre. Sans un mot, elle se leva, tremblante, et s'installa dans la voiture. L'odeur du cuir propre contrastait violemment avec celle de la pluie et de son uniforme imbibé. Elias démarra en silence. Le bruit du moteur était la seule parole entre eux pendant de longues minutes. « Vous vous appelez comment » demanda-t-il sans la regarder. « Léna !»« Léna, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ?» Elle hésita. Puis elle tourna légèrement la tête vers la vitre embuée, comme si elle parlait à son propre reflet. « Je suis infirmière dans une unité de soins palliatifs. Aujourd'hui, j'ai perdu mon fils, un coup dans l'estomac. Il était malade depuis des années. Le genre de maladie qui t'arrache petit à petit. Il avait 9 ans. Il est parti sans un cri, comme s'il avait compris que j'en pouvais plus de le voir souffrir. » Le silence redevint lourd. Elias ralentit. « Je suis désolé ?» ?»« Ne dites rien, » coupa-t-elle calmement. « Personne ne peut réparer ça. Ce n'est pas une blessure. C'est un trou. Et je ne sais pas si je veux le combler. » Ils arrivèrent devant le loft d'Elias, un immeuble discret mais luxueux, dans un quartier calme. Léna fronça les sourcils. « C'est chez vous ? » ?»« Oui, et ce soir c'est chez vous aussi. Je ne peux pas accepter. Vous êtes seul. Moi aussi. Ne me faites pas croire que ce n'est pas le bon moment pour 2 étrangers de se raccrocher à un peu de lumière. » Elle baissa les yeux. La porte s'ouvrit. Dans le hall, Ava, sa fille, dormait sur le canapé, une peluche dans les bras, la télévision allumée sur un dessin animé en pause. Elias prit la couverture et la remit doucement sur elle. Léna, en silence, regardait la scène. Elle sentit une brûlure dans la gorge, une jalousie brève, incontrôlée.
et une douleur sourde. Elle ne reverrait plus jamais cette image. Un enfant endormi, la paix, l'innocence. Mais elle ne savait pas que cette petite fille allait devenir un tournant, ni que le père millionnaire au cœur glacé n'était pas aussi étranger à son histoire qu'elle le pensait. Le passé venait de s'inviter dans cette maison, et il allait tout faire exploser. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais dans le salon d'Elias, quelque chose d'autre flottait dans l'air. Un mélange fragile de gratitude et de gêne. Léna s'était réveillée dans la chambre d'amis, le visage encore marqué par le chagrin. Elle avait trouvé un sweat propre laissé là par Elias, et l'odeur du café l'avait attirée vers la cuisine. « Vous auriez pu me laisser dehors, dit-elle simplement en s'asseyant. Et vous auriez pu dire non. On est quitte. » Ils partagèrent un sourire, léger, mais réel, le genre de sourire qu'on n'a plus esquissé depuis longtemps. Elias observait cette femme comme un mystère qu'il n'était pas prêt à résoudre, mais dont il ne pouvait plus détourner les yeux. Ava entra dans la cuisine, frottant ses yeux encore endormis. « Papa, c'est qui la dame ?» Léna s'accroupit doucement. « Je m'appelle Léna, et toi, tu es très jolie. » Ava sourit timidement, se rapprocha d'elle sans peur. Elias les observa, immobile. Il n'y avait pas eu de présence féminine dans cette maison depuis des années. Voir Ava tendre la main vers Léna, c'était comme voir une faille s'ouvrir dans le mur qu'il avait construit. Plus tard dans la journée, alors que Léna explorait timidement les pièces, son regard s'arrêta sur une étagère du salon. Des photos de famille, Elias avec sa femme, des instants de bonheur figés. Mais l'un des cadres attira son regard. Elle pâlit. Elle prit la photo en main, la date, le lieu, et surtout, la femme sur la photo. Elle connaissait ce visage. C'était la femme qu'elle avait détestée en silence pendant des années. Une silhouette du passé, une douleur qui n'avait jamais guéri. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Non, ce n'était pas possible. Elias entra dans la pièce, un verre à la main. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. » Léna reposa la photo, le visage figé. « Elle, c'est votre femme ?» demanda-t-elle, la voix presque cassée. « Oui, Clara. Elle est morte dans un accident. »« Vous la connaissiez ?» Léna sourit, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était une façade, un masque, un réflexe. Non. Elle ressemble à quelqu'un, c'est tout. Mais au fond d'elle, Léna savait, ce n'était pas une ressemblance, c'était elle, Clara, la femme que Léna tenait pour responsable du moment le plus sombre de sa vie. Et Elias, ce millionnaire compatissant, ce père attentionné, était l'homme qu'elle avait appris à haïr sans jamais l'avoir rencontré. Son fils était mort. Mais cette maison portait les empreintes de celle qui un jour avait détruit tout ce qu'elle avait. Et maintenant, elle vivait ici, invitée par le mari de son ennemi, protégée par l'homme qu'elle pensait honnir. Un frisson glacé lui traversa l'échine. Elle avait été amenée ici par le destin. Mais pour quelle raison? La maison semblait calme. Ava dessinait dans sa chambre. Elias travaillait dans son bureau, comme pour fuir l'ouragan silencieux qui grondait en Léna. Mais dans le cœur de cette femme, une tempête faisait rage. Elle ne pouvait pas rester ici. Pas sans lui dire, pas sans comprendre. Mais le dire, c'était risquer de tout perdre. Même le peu de paix qu'elle commençait à ressentir pour la première fois depuis la mort de son fils. Alors elle entra dans le bureau. « Il faut que je vous parle, Elias. » Il leva les yeux de son écran. Elle tremblait, mais ses yeux étaient clairs, vifs, brûlants. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ferma la porte, s'approcha. Puis, posant sur le bureau une vieille enveloppe froissée qu'elle avait sortie de son sac. « Ceci est un rapport de l'hôpital Saint-Jude. 2016. Service d'oncologie pédiatrique. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que c'est là que mon fils Noah a été diagnostiqué. Et c'est là qu'on m'a dit qu'il ne recevrait pas le traitement dont il avait besoin. Pas faute de moyens, pas faute de volonté, mais à cause d'une erreur administrative. » Elias fronça les sourcils. Il ne comprenait pas encore. L'erreur venait d'un programme de gestion, continua-t-elle. Un logiciel utilisé par l'hôpital à l'époque, un système défectueux. Devinez qui l'a fourni? Le silence. Votre entreprise, Elias, votre nom était en bas du contrat. Il blêmit. C'est impossible. Je n'ai jamais eu connaissance de ça. Bien sûr que non, parce que c'est comme ça qu'on survit quand on est au sommet. En ignorant les fissures en bas, en signant les contrats, en encaissant les bénéfices, sans jamais voir les vies qu'on brise.
Vous croyez que j'aurais laissé faire si j'avais su, s'emporta-t-il. Je ne sais pas ce que je crois. Ce que je sais, c'est que pendant que vous étiez en vacances avec votre famille sur un yacht, moi, je pleurais dans les couloirs d'un hôpital parce qu'on refusait un traitement à mon fils à cause d'une erreur dans un fichier médical. Elias était figé. Le sol se dérobait sous lui. C'est pour ça que vous êtes venu ici? Pour vous venger? Elle secoua la tête. Des larmes montaient à ses yeux. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était vous. Jusqu'à cette photo, jusqu'à ce nom, ce visage. J'ai été envoyé ici par la pluie, par le désespoir, pas par la haine. Elle s'effondra sur le fauteuil. Elias, dévasté, se leva, marcha de long en large. Il voulait nier, il voulait hurler, il voulait effacer tout ça, mais il savait, une part de lui savait depuis longtemps que derrière ses succès, il y avait eu des ombres, des compromis, des dommages collatéraux. Et maintenant, cette femme en face de lui qu'il respectait, qu'il commençait à aimer peut-être, était le visage de cette vérité. Il s'approcha lentement. Je ne peux pas réparer ce qui est arrivé, mais je peux commencer à ouvrir les yeux, et je peux commencer avec vous. Elle releva la tête, le regard embué, méfiant, épuisé, mais vivant, un silence. Puis elle murmura, « Je ne veux plus vivre dans la haine, mais je ne sais pas si je peux vivre dans le pardon non plus. » Les jours suivants furent silencieux, denses, douloureux. Léna était restée, pas par confort, mais parce qu'elle ne savait pas où aller. Et parce qu'Ava, dans ses silences d'enfant, posait des pansements sur des plaies qu'aucun adulte ne pouvait soigner. Un matin, Léna entra dans la chambre d'Elias. Il était assis au sol, entouré de cartons. « Je ne dors plus dans ce lit, dit-il simplement. Je rêve trop. » Elle s'assit en face de lui. Il lui tendit un dossier. « J'ai rouvert tous les contrats signés cette année-là. Et j'ai trouvé le rapport, l'erreur, la signature. » Il baissa les yeux. « C'est moi qui ai signé. Pas Clara, pas un cadre. » Moi, il tremblait, pas de froid, de honte. Je pensais que c'était juste un détail, un ajout technique, une clause parmi d'autres. J'ai signé, sans lire. Léna l'écoutait en silence, le regard profond. Puis elle murmura, « Vous savez ce qui est pire que la colère, c'est quand la personne qu'on veut haïr devient humaine. » Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. « Mon fils ne reviendra pas. Rien de ce que vous ferez ne changera ça. Mais peut-être que ce que vous êtes en train de devenir peut empêcher d'autres mères de vivre ce que j'ai vécu. » Il la regarda, comme un homme naufragé voit enfin la rive. « Je veux changer les choses, Léna. Avec vous, si vous le voulez. » Elle tourna lentement la tête. Dans ses yeux, il n'y avait plus de haine, juste une fatigue douce et un espoir fragile, comme une braise qui refuse de mourir. « Alors faites-le, pas pour moi, pas pour vous, mais pour lui. » Elle posa une petite photo de son fils Noah sur la table et s'en alla, laissant Elias seul face à ce regard d'enfant qui le suivrait désormais partout. Quelques mois plus tard, Elias Moreau lança une fondation pour les enfants en soins critiques. Il fit racheter tous les contrats signés sous son nom, corrigea les erreurs, fit publier un rapport public. Il parla du cas de Noah. Il cita Léna. Il cita la vérité. Un soir, il reçut une lettre manuscrite. « Je ne vous pardonne pas encore, mais je vous vois. Et parfois, c'est un bon début. » Signé Léna. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est le courage de construire quelque chose de vivant au milieu des ruines. Et parfois, ceux que la vie met sur notre route ne sont pas là pour nous réparer, mais pour nous réveiller.